Est-ce que les Peuls sont liés de près ou de loin à la Corne de l'Afrique? Alors, cette question elle est posée notamment à cause de certaines ressemblances visuelles entre le peuple Peul et les différents peuples éthiopiens. Attention, les peuples éthiopiens, c'est pas uniquement les Amaras, les Tigréens, etc. C'est tous les peuples éthiopiens. Certains pensent que les traits du visage qu'on nomme les traits fins, entre guillemets, leurs danses, leurs habits ou encore leurs techniques de beauté seraient liés à ces différents peuples. Il est également courant de voir des images de peuples éthiopiens utilisées comme des illustrations de peuples Peul, comme ici où on utilise des femmes avec des tenues traditionnelles de la région du Wello et on rajoute une musique Peul par-dessus. Il existe aussi pléthore de témoignages sur YouTube de jeunes femmes et de jeunes hommes qui témoignent qu'on les prend souvent pour des Éthiopiens, des Érythréens, des Somaliens et encore d'autres. Actually not Ethiopian. I'm not Eritrean. I'm not even from East Africa. Alors, vous me connaissez, dès que ça parle d'Éthiopie, je me fais un café et je regarde. Et lorsqu'on y pense sans vraiment s'y attarder, l'Éthiopie et la Corne de l'Afrique en général est tellement diversifiée et traversée par de nombreux peuples nomades qu'il ne serait pas totalement fou d'y croire. Mais pour autant, faut toujours se méfier de ce que nous dit notre regard. Pour une raison simple, notre perspective peut être biaisée. J'en parlerai plus tard. D'abord, on va essayer de comprendre ce qu'est le Pulaku, le principe de l'identité Peul. Puis, on va voir ensemble si on peut répondre à la question « Est-ce que les Peuls sont liés à l'Éthiopie ?» Allez, on commence par le début. Les Peuls, qu'on peut aussi trouver sous le nom de Fulani, Fula, Fulbe, sont un peuple présent majoritairement en Afrique de l'Ouest, dans des pays comme le Mali, la Guinée, le Sénégal, le Ghana ou encore le Nigeria, mais aussi en Afrique centrale, dont le Tchad, et en Afrique de l'Est, comme le Soudan. Ils parlent majoritairement la langue Peul, avec quelques petites variations, mais aussi les langues locales des pays où ils vivent, comme le Wolof, et avec la colonisation, le français ou l'anglais. Les Peuls pratiquent en majorité l'islam sunnite. On estime leur nombre entre 40 et 42 millions, lorsqu'on compte tous les pays où ils vivent, selon la Fondation pour la recherche stratégique. Mais en réalité, leur proportion par pays dépend réellement. Quand on parle des Peuls, plusieurs images nous viennent en tête. Les fameuses tresses Fulani Braids, mais aussi le Gorewol, le concours de séduction des Peuls du désert nigérien. La première chose à comprendre avec les Peuls, c'est leur notion de l'identité. Parlons-en un peu. L'identité Peul, le fait de se reconnaître comme un Peul, est un élément extrêmement important de leur culture. Elle fait en fait partie des valeurs principales. Plusieurs historiens et sociologues Peul et internationaux ont essayé de définir cette fameuse identité et la société Peul en général. Bien évidemment, vous trouverez toutes mes sources en description. Parlons d'abord de l'identité Peul. Comment les Peuls se reconnaissent entre eux? Parce que oui, le cliché qui nous vient quand on parle de Peul, c'est la jeune fille aux traits fins et aux cheveux bouclés. Mais en soi, comme je l'ai dit, c'est un cliché, puisque l'apparence des Peuls est très diverse. Alors qu'est-ce qui les définit? Qu'est-ce qui les rapproche? Un mot, le Pulaku. C'est à peu près un consensus quand on parle d'identité Peul. Le Pulaku, c'est un terme qui définit le fait d'être un Peul, d'avoir un comportement Peul. Cette définition change en fonction des pays. Dans l'œuvre Figure Peul, Elisabeth Bosson explique que la notion de Pulaku est complexe. Il s'agirait d'un ensemble de codes sociaux et de valeurs importantes. On note d'abord le fait de parler la langue poulard. Cette langue est très importante dans l'identité Peul et plusieurs membres de la communauté se sont battus pour la conserver. On note par exemple les frères guinéens Ibrahima et Abdoulaye Bari en 89 qui inventèrent l'alphabet Adlam, conçu spécifiquement pour la langue, alors qu'elle était écrite en caractère arabe à l'époque, l'arabe ajami. Les frères Bari trouvaient que l'arabe n'était pas encore assez précis pour bien exprimer les sons spécifiques de la langue Peul. Ensuite, et attention à mon accent, mon Peul est un peu rouillé, le semtende. C'est une valeur fondamentale, à savoir la modestie, la réserve, la pudeur dans le comportement et dans la tenue. On a le munyal, qui est la patience, le courage, et le akile, qu'on pourrait traduire par la prévoyance, le fait de faire attention, de porter attention à ce qui se passe, à la situation dans laquelle on est confronté, réfléchir avant d'agir, tout ça. À titre informatif, dans les sociétés rurales, le nombre de têtes de bétail, de la vache plus particulièrement, est aussi
important et primordial, puisqu'elle correspond non seulement au statut social, mais aussi à la richesse de la famille en question. À tout ça, il faut ajouter l'importance de la lignée et de la religion. Alors comme je l'ai dit, l'écrasante majorité des Peuls sont musulmans sunnites. Il est donc important pour eux de suivre les préceptes de cette religion. Quant à la lignée, elle est liée à l'aspect nomade et à la tradition orale. La généalogie est une valeur très importante dans la société Peul, parce qu'elle permet de distinguer le Peul du non-Peul, mais aussi de sauvegarder la mémoire du clan ou du village en question. La notion de lignée est tellement importante que des castes entières sont dédiées à mémoriser et à expliquer la généalogie et toute la lignée des différents membres Peul, comme les griots ou les Wamdabé. On notera aussi que le nom des Peul est souvent avec plusieurs particules. On va avoir le nom de la personne, le nom de famille, le nom du clan, ça peut aller jusqu'à 5 particules. Voilà pour résumer très grossièrement les grandes valeurs du Pulaku. Alors, tout ça c'est très bien, mais comment fonctionne la société Peul ? La chose à comprendre avec la société Peul, c'est que c'est une société complexe, très stratifiée. Et le membre de l'ethnie Peul est défini selon plusieurs critères socialement, la sédentarité, la caste et l'endroit où il vit. Le premier critère est la sédentarité ou justement la mobilité. La question de la mobilité, elle est abordée dans le travail de l'historien nigérian Ankamu J. Adebayo, qui a écrit notamment Of Men and Cattle, en 1991, un ouvrage qui peut expliquer l'importance du bétail, mais aussi le fonctionnement du peuple Peul. Selon lui, le peuple Peul peut se séparer en 2 théories. Les Fulbé, donc Fulbé, vous vous rappelez, Fulbé, Peul, c'est pareil. On a le Fulbé Siré, ceux qui vivent dans les villes, ceux qui sont sédentaires, qui étaient des cléricaux musulmans, les premiers convertis, mais aussi des instigateurs des djihad pendant le XVIIIe et le XIXe siècle. Ils étaient notamment à l'origine du califat de Sokoto, de l'empire de Massina, ou encore le royaume de Futatoro. Ils vivent notamment du commerce, ils travaillent dans les administrations et dans l'éducation. Ils sont généralement intégrés dans les sociétés civiles où ils vivent. Par exemple, Ahmadou Bello, un des plus grands indépendantistes du Nigeria, était un Peul Siré. Puis, il y a les Fulbé Naï, soit les Peuls semi-nomades ou nomades qui se déplacent dans la région et qui peuvent comprendre les langues des autres peuples. Par contre, ils ne sont pas forcément compris en retour. Alors attention, je vais juste rajouter ça au montage. Les nomades et les semi-nomades, ce n'est pas la même chose. Je m'explique. Les nomades n'ont pas de terre précise, ils se déplacent sur tout un espace et ils sont perpétuellement en mouvement. Par exemple, les gitans, les bédouins, c'est des nomades. Les semi-nomades, ou leur autre nom, les transhumants, fonctionnent par rapport à leur pâturage. Alors, pour résumer très vite, lorsque les saisons passent, les pâturages, à savoir les endroits où vont paître les vaches, vont sécher. C'est donc l'endroit A. Donc les transhumants vont se déplacer pour aller faire paître leurs vaches dans un autre endroit, l'endroit B. Une fois la saison revenue dans leur région d'origine, les Fulbé reviennent dans l'endroit A. Donc à la différence des nomades qui n'ont pas d'endroit fixe tout court, les transhumants ont 2 à 3 endroits où ils vivent. Les Fulbé Naï sont majoritairement des transhumants et pas des nomades complets. Dans son article « Le Peul, sa femme et l'aliment sublime », Yacine Mansaré explique bien que la vache est un élément extrêmement important de la culture Peul parce que son lait a une fonction de nourriture, mais aussi de cosmétique, le fameux beurre peulin qu'on connaît, et de pharmacologie. Le lait serait aussi un lien avec la nature chez les Fulbé Naï, parce qu'il serait lié à la terre où ils vivent. Une sous-catégorie des Fulbé Naï sont les Fulbé Bororo, aussi nommés les Wodabé. Ils sont majoritairement endogames, c'est ceux qu'on connaît notamment par leur concours de séduction, ceux-là. Donc le premier élément, pour savoir qui est le Peul en question, c'est de savoir s'il est sédentaire ou nomade. Le deuxième, c'est sa position dans la société de caste. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, le système de caste, c'est un système très courant dans le monde. On le retrouve chez les Desi, donc Inde, Pakistan, Bangladesh. On le retrouve dans plusieurs sociétés africaines, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Le cher Moussa Kamara de Gangel disait que la caste chez les Peuls se définit d'abord par l'activité professionnelle. C'est elle qui désigne le rang social et pas autre chose. Aussi, celui qui exerce une profession est connu comme tel, ainsi que ses fils, ses petits-fils qui appartiennent au groupe statutaire qui correspond à cette profession. La société Peul se sépare en 3 castes principales, les nobles, les artisans et les captifs, qu'on appelle aussi les esclaves. Il faut savoir aussi que dans les nobles, il y a plusieurs sous-castes, il y en a à peu près 5. La caste est un rang social hérité par naissance, on ne devient pas noble. On naît comme ça,
et cette caste est assignée jusqu'à la mort, il est impossible d'en changer. D'ailleurs, les mariages intercastes sont interdits en théorie parce qu'ils modifieraient la constitution de la société de caste. Ce système de caste Peul se retrouve dans plusieurs pays du Sahel, d'Afrique de l'Ouest, mais il va différer. J'ai été confrontée à cette situation de caste. Je voulais me marier en fait avec une personne d'origine sénégalaise, et quand son père il a su de quelle famille je venais, du coup, pour lui, ça a posé problème puisqu'on n'était pas de la même caste. C'est-à-dire que eux, c'était plutôt, on va dire, des nobles, donc de la haute société, et nous, on était plutôt en bas. Et pour eux, c'était pas possible de se mélanger parce que du coup, son fils allait être malheureux, que du coup, il allait salir la famille, que c'était un peu une honte. Si jamais moi je tombe amoureuse d'un forgeron ou d'un descendant d'un griot, je ne peux pas me marier avec lui parce que la famille va dire que c'est une abomination, ça va porter la poisse, et il y a beaucoup de familles qui continuent dans ça et beaucoup de filles ratent l'amour de leur vie à cause de ça en fait. On n'est plus en 200 ans en arrière, voilà, on va reprendre nos... Alors je survole pour aller vite, mais si ce système de caste vous intéresse, je vous propose cet excellent article sourcé « Caste et stratification sociale au Fouta Toro, Mauritanie, Sénégal » qui explique à quel point cette société était complexe, mais très bien organisée. Pour résumer, la société Peul se sépare en fonction de la caste de naissance et en fonction de la sédentarité ou de la mobilité. Pour terminer, il faut ajouter un dernier facteur, l'immigration. Rappelez-vous, à la base, les Peuls étaient des nomades qui ensuite se sont sédentarisés, comme je vous ai expliqué plus tôt. Bien évidemment, au contact des populations locales, il y a eu encore des sous-catégories de Peuls, qui complexifient encore la notion d'être un Peul. On peut noter les Alpularen en langue poulard, ceux qui parlent Peul. Ce sont des descendants de Sérères et de Wolof au Sénégal, donc pas des Peuls au départ, qui ont appris à parler la langue poulard et qui sont musulmans. Donc leur identité Peul est parfois remise en question. En Afrique de l'Est, au Soudan, l'identité Peul est aussi confrontée aux différentes vagues d'immigration des nomades. Dans l'article Ol Fulani Soudan, Al-Lamid Abou Manga explique que la région de Sennar au Soudan a été, pendant le 19e et le 20e siècle, la destination de plusieurs immigrants Peuls, directement d'Afrique de l'Ouest. Là-bas, les Peuls vont alors intégrer deux grands clans. Il y a soit les anciens Peuls qui étaient déjà là avant le 19e siècle, ceux qui venaient justement des routes commerciales, qui étaient nomades, etc., qui se sont installés dans la région du Sennar, dans la région du Darfour, etc. Et puis on a les nouveaux Peuls, ceux qui sont arrivés après le 19e, le 20e siècle, ceux qu'on appelle les immigrants post-madistes. Et les Peuls se confondent au Soudan dans une nouvelle catégorie sociale, ce qu'on appelle les Felata. Alors, selon Abou Manga, les Felata sont un regroupement de 4 groupes ethniques, les Peuls, les Haoussa, les Songhai et les Kanuri, qui sont eux-mêmes tous unis par des origines ouest-africaines. Selon Abou Manga, dans son article The West African Communities in Gedaref State, les Peuls se séparent encore une fois entre les sédentaires et les nomades. Les sédentaires pastoraux sont surtout dans la région de Sennar, près du Nil, du Darfour et de Kassala. Dans son article Old Soudan, il recueille les témoignages de différents Peuls du Soudan. Et d'ailleurs, je vous le conseille, il est très intéressant. Il explique que la culture Peul est confrontée à l'immigration dans des parties culturellement arabes et à d'autres immigrations comme celle des Haoussa. La question est donc de savoir quelle est l'identité réelle de ces générations, partagée entre la culture des anciens Peuls qui étaient présents depuis l'époque des Founj, donc le 15e siècle, et les nouveaux Peuls qui sont arrivés entre le 19e et le 20e siècle. Les nouveaux Peuls qui préfèrent se distancer des Haoussa, de qui on les a rapprochés uniquement sur la base de leur origine ouest-africaine musulmane. Cette question de légitimité est au centre des préoccupations et elle est abordée dans Old Soudan. Donc je vous conseille vraiment de le lire, c'est très intéressant. Pour résumer, un Peul se définit par sa mobilité, sa caste, son ordre d'arrivée s'il est nomade, s'il parle le poulard, s'il respecte l'islam, la notion de poulakou, mais également par la pureté de son sang. Alors bien évidemment, je survole tout ça, mais je voulais vous donner un petit aperçu de l'identité Peul et à quel point elle englobe tellement de facteurs socio-culturels qu'il est assez complexe de vraiment définir de source sûre ce qu'est un Peul sans avoir tous ces éléments-là. Alors vous allez me dire... Mais Destena, c'est bien tout ça, mais au final tu nous as pas parlé de leur histoire, ils viennent d'où? De l'Est, de l'Ouest, d'où ils viennent? Quel est le rapport avec la Corne de l'Afrique? J'y viens maintenant. Évidemment, il y a d'abord l'origine de Peul est perdue dans l'obscurité des temps. Mais alors d'où viennent les Peuls? Le peuple Peul, comme vous l'avez vu avec moi, est très multiple, avec des physiques différents. Il est défini en fonction de minimum 2 modes de vie différentes.
à savoir la transhumance, le nomadisme et la sédentarité. Et 40 à 42 millions de personnes différentes se déclarent Peuls, ou en tout cas Alpolaren. De plus, les Peuls ont une tradition orale et non écrite, donc il n'existe pas de preuves écrites qui viennent d'eux directement à propos de leur histoire. Et justement, parlons-en un peu de cette histoire. À l'Antiquité, ils auraient introduit en Afrique de l'Ouest l'élevage de zébus et de chevaux. Entre le 9e et le 19e siècle, les Peuls se sont progressivement installés dans de différentes régions d'Afrique de l'Ouest. Au 9e siècle, ils participent à la fondation du royaume de Tekloul sur les rives du fleuve Sénégal. Au 13e et au XVe siècle, ils s'étendent vers l'est en atteignant le Mali, la Guinée, le lac Tchad, et au XVIe siècle, ils établissent une dynastie au Fouta Toros, qui est au Sénégal actuel. Au XIXe siècle, avec l'islamisation, les djihads dont je vous parlais, ils fondent plusieurs empires, dont le Massina au Mali et le Sokoto au Nigeria. Donc vous l'aurez compris, leur histoire est marquée par des migrations successives, des conversions à l'islam et la création de royaumes puissants. Aujourd'hui, les Peuls sont présents dans 17 pays, comme je vous l'ai dit, et ils constituent une composante assez importante de la diversité culturelle de la région. Tout ça, ce sont les choses dont on est à peu près sûr en ce qui concerne leur histoire. Mais alors, ça ne répond pas à notre question. D'où ils viennent? Parce que oui, j'ai dit qu'ils ont introduits en Afrique de l'Ouest. Donc ça veut dire qu'ils sont allés les chercher quelque part. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont peut-être pas d'Afrique de l'Ouest. Eh bien, cette théorie, on en a plusieurs. L'origine des Peuls a toujours été un mystère. Que ce soit par leur culture, par leur physique, les Peuls ont toujours intrigué les étrangers à leurs ethnies, que ce soit les colons européens, les non-Peuls d'Afrique de l'Ouest ou encore les autochtones d'Afrique de l'Est. Je vous spoil d'avance, personne ne sait vraiment d'où viennent les Peuls à coup sûr. Par contre, il y a plusieurs pistes qui ont été envisagées. On va commencer avec les théories européennes racistes. Les théories sur l'origine des Peuls ont été très nombreuses en Europe, notamment à cause de leur tradition orale qui diverge en fonction des groupes où ils appartiennent, mais aussi en fonction des colonisations des pays où ils habitaient, que ce soit sous domination anglaise au Ghana, au Nigeria, ou sous domination française dans ce qu'on appelait l'Afrique occidentale, soit l'Afrique de l'Ouest. Le fait que les Peuls aient des visages très différents, ça a clairement posé problème, mais surtout ceux qui avaient des traits fins. Pourquoi? Parce que la théorie des races imposées par la colonisation européenne du 19e et du 20e siècle était mise à mal. Comment classifier les Peuls? Comme des blancs, comme des noirs? Au vu de leur emplacement géographique pile entre ce qu'ils appelaient l'Afrique blanche et l'Afrique noire, plusieurs pseudo-scientifiques se sont cassés les dents sur le peuple Peul. Dans son œuvre Figure Peul, l'historien Roger Bott explique bien tout l'enchaînement des théories les plus farfelues en ce qui concernait l'explication de l'origine des Peuls. D'abord, on sépara le peuple Peul en deux catégories, les Peuls noirs et les Peuls rouges. Les Peuls rouges avaient les cheveux plus bouclés, plus lisses, le teint plus clair, et on estimait qu'ils devaient forcément donc avoir du sang blanc, puisqu'à cette époque, on pensait que seul le métissage de plusieurs races humaines, races entre guillemets, permettait de créer ce genre de faciès et de texture de cheveux. Il explique que c'est la même théorie qui a été appliquée pendant des siècles aux Éthiopiens, aux Somaliens, aux Tutsis ou encore aux Amazirs. Ces théories vont encore plus loin en expliquant que plus les Peuls étaient noirs, plus ils étaient métissés avec la race noire et donc, dans une logique raciste, avaient eu leur sang souillé, étaient donc moins intelligents ou moins aptes à tenir un pays par rapport aux Peuls blancs. D'autres encore, comme Eichtal, expliquaient que les Peuls n'avaient pas de sang noir du tout. Les individus de cette nation, ceux du moins chez lesquels il n'y a pas de mélange de sang nègre, ont une couleur de peau foncée que les voyageurs appellent tantôt rouge, tantôt bronzée, tantôt cuivrée, quelquefois presque blanche. Verneau, quant à lui, demande une réévaluation du peuple Peul qu'il considère comme plus élevé que la race noire dans les hiérarchies racistes. Il va même jusqu'à s'indigner lors de l'exposition coloniale de 1889 en considérant que les Peuls qui avaient été amenés, je le rappelle de force, n'étaient pas de vrais Peuls, notamment à cause de leur apparence trop noire, entre guillemets. Bien sûr, on peut noter la fameuse théorie raciste de la race hamite. Cette théorie a été proposée par Charles Seligman en 1930, l'idée était d'expliquer pourquoi les traits des Peuls, des Abyssins, des Somalis ou encore des Tutsis ressembleraient, entre guillemets, aux Européens. Il considère donc qu'ils sont une sous-race de la race blanche qu'on appelle la race hamite. Le nom hamite vient du mythe biblique de la malédiction de Cham, fils de Noé, condamné à la servitude et qui serait parti dans ce qui pourrait être l'Afrique. Pour résumer, tous les peuples dont je vous ai parlé seraient des sous-races de blancs, et ça expliquerait pour lui pourquoi il y a eu des dynasties rwandaises, égyptiennes, Peuls,
Abyssine, etc. C'est une théorie extrêmement raciste parce qu'elle part du principe que les Noirs, ou en tout cas les personnes avec la peau foncée et avec le phénotype qu'il appelait négroïde, ne pourraient pas créer des choses d'eux-mêmes, ne pourraient pas créer de dynastie, ne pourraient pas faire de la politique au même titre que les Blancs, du simple fait qu'ils seraient une race inférieure. C'est raciste, hein, complètement, on va pas chercher plus loin. Et en plus, c'est une théorie qui a complètement été démontée, puisqu'elle mélange à la fois de la génétique, de la spiritualité avec le mythe de Cham, ou le fait qu'il y ait des races et des sous-races chez les êtres humains qui est entièrement faux. C'est en tout cas les théories racistes qui ont énormément tourné dans la communauté pseudo-scientifique européenne, jusqu'à la fin des années 70. Elles ont ensuite été réfutées lorsque la théorie des races a été abandonnée. Un autre point de vue extérieur vient de Cheikh Anta Diop. Dans son œuvre Nation nègre, publiée en 1954, il vient à contre-courant des théories racistes de l'époque en proposant une autre lecture. Pour lui, les Peuls seraient venus d'Égypte, comme il le dit lui-même, page 378. Il explique, page 380, que les Peuls font partie des nombreuses tribus d'où sont sortis les pharaons au cours de l'histoire. Il explique sa théorie en faisant un parallèle entre les noms propres totémiques des Peuls et les croyances métaphysiques égyptiennes. Pour résumer, un nom totémique, c'est un nom emblématique, un nom typique. Il explique que le nom propre Ba chez les Peuls correspondrait au Ba en égyptien, qui signifierait l'oiseau à long cou, et qu'en wolof, Ba signifie autruche. Il explique également que la langue poulard forme une unité naturelle avec les autres langues sénégalaises, et que donc, ça expliquerait pourquoi les Wolofs et les Sérères seraient des Égyptiens au même titre que les Peuls. Pour expliquer leur apparence, il explique, page 381, que les Peuls étaient des nègres qui se sont métissés avec un élément blanc venu de l'extérieur, et que le noyau dur des Peuls est né en Égypte, dans la période qui va de la 18e dynastie à la Basse-Égypte, et qui dit être une époque de grand métissage avec l'étranger. Pour résumer, selon Cheikh Anta Diop, les Peuls sont des métis entre noirs et étrangers, venus d'Égypte à l'époque de l'Antiquité égyptienne, mais qui auraient donné naissance aux pharaons. Pour bien comprendre son raisonnement, il faut comprendre que dans toute son œuvre, Cheikh Anta Diop a essayé de démontrer que l'Afrique noire, comme on disait à l'époque, était unie culturellement. L'idée était d'abord politique, puisque Cheikh Anta Diop voulait à l'époque justifier une unité des peuples noirs dans une époque très raciste qui appuyait déjà sur le tribalisme qui existait à l'époque. Il se trouve également que la théorie de Cheikh Anta Diop reprend les théories racistes de l'époque, qui expliquent que les Peuls sont des métis. Ce qu'il fait, c'est qu'il inverse simplement l'échelle de valeur. Lorsque les Égyptiens disaient que les Peuls étaient des métis avec du sang européen, ça sous-entendait que c'était à cause de ce sang européen qu'ils étaient à l'origine des dynasties. Cheikh Anta Diop dit aussi que ce sont des métis, mais que c'était lorsqu'ils étaient encore complètement noirs que c'était eux les pharaons. Donc en soi, il y a toujours cet élément métis. La seule chose qui change, c'est le point de vue, pas la théorie en elle-même. Mais dans son œuvre Nation nègre, Cheikh Anta Diop fait mention d'un élément très intéressant, celui des Toukril dans la Corne de l'Afrique. Et ça, on va y revenir un peu plus tard. Mais et les Peuls? Que disent-ils d'eux-mêmes? D'où viennent-ils? Rappelez-vous, avant 1989, le Peul était écrit en arabe adjami, et avant l'arrivée de l'arabe, il s'agissait bien d'une langue avec une tradition orale. La tradition orale est importante parce qu'elle permet de faire vivre la mémoire collective, et elle met en avant la transmission intergénérationnelle, mais à l'inverse de la tradition écrite, elle peut être modifiée, omettre des éléments, ou parfois même réduite à néant, si le travail de transmission n'est pas fait. Je l'avais dit dans une vidéo précédente, mais il ne faut pas oublier que le rapport au passé qu'on a à l'international aujourd'hui est un rapport au passé selon la culture de la tradition écrite. Ce qui importe chez les peuples à tradition écrite, comme les Chinois, les Français, les Éthiopiens ou les Arabes, c'est l'exactitude des événements passés pour comprendre le présent, d'où le besoin de noter et de classifier. Mais dans beaucoup de cultures africaines, l'important dans la tradition orale est de transmettre l'identité de façon spirituelle. Ici, chez les Peuls et beaucoup d'autres, l'idée est de transmettre l'importance de l'identité Peul, pas de l'expliquer dans ses moindres détails de façon chirurgicale. Pour résumer, je pense que la déclaration de l'historien et romancier Amadou Hampâté Bâ en 1960 parle d'elle-même. En Afrique, un vieillard traditionnaliste qui meurt est une bibliothèque inexploitée qui brûle. Pourtant, plusieurs chercheurs se sont intéressés à la cosmogonie Peul et l'ont même analysée. On peut noter le professeur Christian Sédou qui est allé à la rencontre des Peuls, qui s'est intéressé aux contes et légendes Peuls et à maîtriser la langue Peul. Elle souhaite sauvegarder le patrimoine culturel Peul et a publié plusieurs recueils de légendes et de contes Peul en édition bilingue, c'est-à-dire
une page en poulard, une page en français, et je vous mets ses œuvres à l'écran. Elle explique que les mythes d'origine des Peuls sont extrêmement divers. Ils dépendent également du statut de sédentaire ou de nomade des conteurs, mais aussi de l'importance de la religion musulmane dans le clan qui raconte. Et dans tout son article, que je vous mets à l'écran, elle explique plusieurs motifs, plusieurs contes qui reviennent très souvent. Je vous conseille vraiment de le lire, c'est assez intéressant. Mais pour aller vite, je vais choisir les deux principaux. Chez les pastoraux, qui sont, je le rappelle, le noyau dur des Peuls, elle nous raconte ceci. Un jour, 2 enfants, un frère et une sœur, parlèrent une langue étrangère. Effrayés, les parents les abandonnèrent. Livrés à eux-mêmes, en allumant un feu au bord d'un fleuve, virent un jour une vache sortir de l'eau. En éloignant leur feu de la rive, ils attirèrent progressivement tout un troupeau. C'est ainsi qu'ils devinrent pasteurs. Le frère et la sœur se marièrent et eurent 2 enfants, qui furent à l'origine l'aîné des Peuls et le cadet les Wodabé, soit les Peuls nomades du Niger. Leur différenciation ne tenait qu'à la longueur des cornes de leurs vaches. Une fois grands, sous la pression de leur père, ils choisirent les vaches aux cornes courtes pour l'aîné et celles aux cornes longues pour le cadet. Ce premier conte contient les grandes lignes de l'identité peul pastorale, la langue poulard, l'isolement de la communauté, son endogamie et l'importance de la vache. La linguiste et anthropologue nigérienne, la professeure Salamatou Sow, a elle-même analysé qu'a collecté le professeur Sédou dans un article nommé « Le bâton de berger et la calebasse, patrimoine et matrimoine chez les Peuls ». Pour revenir sur le conte du frère et de la sœur, le professeur Sow propose une lecture plus philosophique. Avec ce mythe, nous pouvons remarquer que les ancêtres avaient subi une rupture nette avec leurs parents desquels ils ne reçurent aucun héritage. Ils doivent tout à Dieu, par la grâce duquel ils se mirent à parler une langue mystérieuse, inconnue de leurs propres parents, pourtant censés leur apprendre à parler. Ce sont des exclus qui ne communiquent qu'entre eux, et Dieu leur offre un troupeau. C'est le fondement de tout héritage peul. D'après elle, le protectionnisme de l'identité peul serait donc lié à cette légendaire exclusion, voulue ou non, et également tout le concept de l'endogamie extrêmement important chez les Peuls. Elle va même plus loin que le professeur Sédou au sujet de la vache, puisqu'elle dit bien que la vache notamment est perçue comme un don de Dieu aux Peuls pour qu'ils en prennent soin. C'est pour elle que chaque jour, les pasteurs campent dans la brousse de Dieu, l'Adé Allah, sans s'attacher à une terre particulière, ignorant les frontières des États de l'Afrique contemporaine. Or, Sédou explique que l'aspect incestueux de cette légende se serait confronté à l'islamisation des Peuls. En effet, comme je vous l'ai dit plus tôt, l'islam est très important dans l'identité peul, surtout que le peul sédentaire est un des peuples qui a contribué à la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest. Selon Sédou, c'est avec l'arrivée de l'islam qu'arriverait l'idée de métissage entre arabes et africains. Il va donc modifier le conte de base. En effet, dans une autre version, le père des 2 enfants est un homme arabe venu islamiser le pays. Et le garçon, qui est muet, se met un jour à parler à sa sœur dans une langue inconnue. Constatant cette anomalie, le père qui est effrayé chasse les enfants, qui iront vivre au bord de l'eau, puis envoie sortir une vache et adopte le pastoralisme. Encore un autre conte, recueilli cette fois en Guinée, donne encore un autre point de vue. Un arabe vient d'Égypte avec une troupe islamisée les Wolofs. L'un de ces hommes épouse la fille du roi. Ils ont 4 fils, dont le 3e est muet. Un jour, la mère entend le muet parler dans une langue qui lui est inconnue et dire au dernier-né qui pleure « Calme-toi, maman va venir tout de suite, tu vas téter ». Elle court avertir son mari, marabout, à la mosquée. Celui-ci consulte le livre des langues de Mohamed et y trouve une population de teint clair et parlant une langue nouvelle qui dominerait une partie du monde. Il parcourt alors le monde pour annoncer que la langue prédite par le prophète était découverte. Le muet apprend sa langue à ses frères et ils se dispersent. Les 2 aînés vont au Massina, le 3e au Fouta Djallon et le dernier vers le Moyen Niger et le Tchad. Vous l'aurez compris, les légendes et les contes peuls ne donnent pas vraiment de réponse claire quant à leur origine ethnique et il est quasiment impossible de savoir d'où viennent précisément ces peuples. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire semblant de vous apporter une réponse claire et concrète, ce serait complètement faux et surtout ce serait arrogant de ma part. Par contre, on peut retenir 3 éléments importants en ce qui concerne leurs mythes originaux. L'isolement, l'importance de la vache et le déplacement, ainsi que leur langue. Ce premier conte contient les grandes lignes de l'identité peul pastorale, la langue poulard, l'isolement de la communauté, son endogamie et l'importance de la vache. La linguiste et anthropologue nigérienne, la professeure Salamatou Sow, a elle-même analysé qu'a collecté le professeur Sédou dans un article nommé « Le bâton de berger et la calebasse, patrimoine et matrimoine chez les Peuls ». Pour revenir sur le conte du frère et de la sœur, le professeur Sow
propose une lecture plus philosophique. Avec ce mythe, nous pouvons remarquer que les ancêtres avaient subi une rupture nette avec leurs parents desquels ils ne reçurent aucun héritage. Ils doivent tout à Dieu, par la grâce duquel ils se mirent à parler une langue mystérieuse, inconnue de leurs propres parents, pourtant censés leur apprendre à parler. Ce sont des exclus qui ne communiquent qu'entre eux, et Dieu leur offre un troupeau. C'est le fondement de tout héritage Peul. D'après elle, le protectionnisme de l'identité Peul serait donc lié à cette légendaire exclusion, voulue ou non, et également tout le concept de l'endogamie extrêmement important chez les Peuls. Elle va même plus loin que le professeur Sédou au sujet de la vache, puisqu'elle dit bien que la vache notamment est perçue comme un don de Dieu aux Peuls pour qu'ils en prennent soin. C'est pour elle que chaque jour, les pasteurs campent dans la brousse de Dieu, l'Adé Allah, sans s'attacher à une terre particulière, ignorant les frontières des États de l'Afrique contemporaine. Or, Sédou explique que l'aspect incestueux de cette légende se serait confronté à l'islamisation des Peuls. En effet, comme je vous l'ai dit plus tôt, l'islam est très important dans l'identité Peul, surtout que le Peul sédentaire est un des peuples qui a contribué à la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest. Selon Sédou, c'est avec l'arrivée de l'islam qu'arriverait l'idée de métissage entre arabes et africains. Il va donc modifier le conte de base. En effet, dans une autre version, le père des deux enfants est un homme arabe venu islamiser le pays. Et le garçon, qui est muet, se met un jour à parler à sa sœur dans une langue inconnue. Constatant cette anomalie, le père qui est effrayé chasse les enfants, qui iront vivre au bord de l'eau, puis envoie sortir une vache et adopte le pastoralisme. Encore un autre conte, recueilli cette fois en Guinée, donne encore un autre point de vue. Un arabe vient d'Égypte avec une troupe islamiser les Wolofs. L'un de ces hommes épouse la fille du roi. Ils ont 4 fils, dont le 3e est muet. Un jour, la mère entend le muet parler dans une langue qui lui est inconnue et dire au dernier né qui pleure « Calme-toi, maman va venir tout de suite, tu vas téter ». Elle court avertir son mari, marabout, à la mosquée. Celui-ci consulte le livre des langues de Mohamed et y trouve une population de teint clair et parlant une langue nouvelle qui dominerait une partie du monde. Il parcourt alors le monde pour annoncer que la langue prédite par le prophète était découverte. Le muet apprend sa langue à ses frères et ils se dispersent. Les 2 aînés vont au Massina, le 3e au Fouta Djallon et le dernier vers le Moyen Niger et le Tchad. Vous l'aurez compris, les légendes et les contes Peul ne donnent pas vraiment de réponse claire quant à leur origine ethnique et il est quasiment impossible de savoir d'où viennent précisément ces peuples. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire semblant de vous apporter une réponse claire et concrète, ce serait complètement faux et surtout ce serait arrogant de ma part. Par contre, on peut retenir 3 éléments importants en ce qui concerne leurs mythes originaux. L'isolement, l'importance de la vache et le déplacement, ainsi que leur langue. Mais c'est vraiment en ouvrant mon compte TikTok et en postant des vidéos sur l'ethnique Afar, ou Afar, que je me suis rendu compte de la ressemblance incroyable entre les peuples Peul et les peuples Afar. Les photos d'ailleurs sont à s'y méprendre, sachant que les Afars sont nomades également, mais ils n'ont pas traversé l'Afrique comme l'ont fait les Peuls, donc je me demandais vraiment comment c'était possible de voir autant de ressemblances. Je cite d'ailleurs les Afars, mais il n'y a pas que, on peut noter les Kunama, les Bilen ou encore les Touklir. Et on arrive au sujet principal de cette vidéo, est-ce que les Peuls sont liés à la Corne de l'Afrique? Mais je voudrais qu'on exclue un point important avec vous, celui de la génétique. Et là, je vais parler à cœur ouvert. Cet argument-là, il est assez sensible pour moi parce que je vois énormément de gens sur internet devenir généticiens spécialistes de l'ADN, des randoms qui exploitent l'argument de l'ADN pour affirmer de sources sûres qu'un peuple vient d'ici ou de là-bas, alors que l'ADN et la génétique, ça exprime des marqueurs, des traces qui reviennent souvent. Les gens mélangent ADN et théorie des races en expliquant que si on trouve 1%, 2% d'autre chose que l'ethnie à laquelle tu appartiens, alors t'es pas un vrai autochtone. Déjà, c'est complètement stupide pour une raison simple, tous les humains sont interconnectés. Les tests que vous trouvez sur internet sont des versions simplifiées pour surfer sur l'obsession des gens pour les origines. Mais si on prenait n'importe quel être humain et qu'on comparait son ADN à une personne totalement opposée, on trouverait forcément des correspondances puisqu'on fait partie de la même race. Attention, quand on utilise l'argument de la génétique, ne le mélangez pas à la théorie des races, cette même théorie des races qui a été prouvée comme étant fausse. Si vous hésitez, si vous ne comprenez pas une étude génétique, n'hésitez pas à demander à un généticien ou à lire directement dans la rubrique conclusion, commentaires, des résultats, etc. Le tout en essayant de bien faire vos recherches sur le vocabulaire en question. Cela étant dit, on va parler de la génétique Peul. En 2019, 7 généticiens ont étudié la génétique des Peuls dans une étude nommée Population History and Genetics Adaptation of the Fulani Nomads.
et leur échantillon de base venait d'un groupe de personnes Peuls du Burkina Faso. Et ils l'ont comparé à des échantillons d'ADN de plusieurs parties de l'Afrique et du monde, comme vous voyez sur le schéma à l'écran. Les résultats montrent plusieurs choses. D'abord, on retrouve 74% d'ADN propre au Ouest africain. Jusque-là, c'est plutôt normal, vu la position géographique du Burkina Faso. Ensuite, on trouve 21,4% d'Européens. Gardez ça dans le coin de la tête, le mot européen, on va y revenir plus tard. Et enfin, 4,1% d'Est-Africains. Comment expliquer les 21,4% d'Européens ? Les chercheurs expliquent qu'on doit avoir des réserves avec ce résultat. En effet, ce pourcentage est basé sur le fait que les Peuls ont le gène LCT, c'est-à-dire qu'ils digèrent toujours le lait à l'âge adulte, trait qu'on trouve particulièrement chez les Européens, mais qu'on trouve aussi chez les pastoraux est-africains, les pastoraux nord-africains et ceux de la péninsule arabique, mais aussi sur toute la ceinture sahélienne. Ils ajoutent aussi que l'appellation européenne n'est pas tout à fait exacte, puisqu'en fait c'est un abus de langage. En effet, il ne faut pas oublier que les laboratoires qui mènent ces études et qui prennent comme base des échantillons précis de la population mondiale, c'est des labos européens. C'est pour cette raison que vous voyez sur 23andMe, un site créé pour trouver ses origines, beaucoup d'Éthiopiens juifs précisément. C'est parce que les premiers échantillons des Éthiopiens qu'on a eus, ce sont ceux des Bêta Israël, qui ne sont pas différents des autres Éthiopiens, puisque la religion n'a pas d'influence sur la génétique. Donc il faut avoir du recul sur les appellations et sur les résultats. Pour en revenir à l'étude sur les Peuls, une autre étude a plutôt relié les Fulani avec les pastoraux est-africains. Je me suis donc intéressée à cette autre étude, cette fois-ci focalisée sur l'Afrique de l'Est. The Genetics of East African Population. Dans cette étude, les scientifiques présents ont analysé les différentes compositions génétiques sur le territoire d'Afrique de l'Est, depuis le Soudan jusqu'à l'Éthiopie, en incluant les Peuls du Soudan. Et ils ont simplement indiqué avoir exclu les Peuls nomades de l'analyse. Donc on parle vraiment des Peuls sédentaires. Et leurs conclusions sont plutôt différentes. Leur origine reste controversée car l'ADN mitochondrial indique une origine ouest-africaine et des traces d'Afrique du Nord, tandis que des études sur le chromosome Y ont montré un ancêtre commun avec les populations soudanaises, afro-asiatiques et nilo-sahariennes. Cette ascendance partagée avec les populations d'Afrique de l'Est suggère qu'ils se sont métissés avec les populations locales. Cette découverte ne concorde pas avec les études du bassin du lac Tchad qui ont rapporté que les Peuls du Sahel ouest africain ont généralement des mariages consanguins et ne semblent pas s'être mélangés avec les agriculteurs locaux. L'ensemble de ces données suggère un héritage génétique différencié chez les différentes populations Peuls des diverses régions géographiques du continent. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Eh bien, la génétique des peuples Peuls dépend de l'endroit où ils se sont sédentarisés quand ils le sont, et des ethnies avec lesquelles ils ont été en contact avec le temps. Les Peuls du Soudan auront forcément des rapports avec la Corne de l'Afrique, à cause de leur position géographique, tandis que les Peuls de Guinée ou les Peuls du Burkina Faso auront forcément plus d'ADN ouest-africain. Et comme il est impossible de déterminer avec certitude qui est le peuple Peul d'origine, le noyau dur, celui qui n'a pas été mélangé, chercher au niveau de la génétique, ça n'a pas de sens. Donc la génétique, on abandonne. Mais là, vous allez me dire, attendez Sténa, à quel niveau tu vas faire ta comparaison ? De quel Peul on parle ? À l'est, à l'ouest ? De qui on parle ? Alors, j'ai décidé de comparer les Wodabé et les peuples du triangle de l'Afar, jusqu'à l'Érythrée et Djibouti en fonction de leurs éléments culturels, à savoir les arts, la langue, le système social, la religion, et comment elle s'est imposée aux religions musulmanes. Pourquoi les Peuls Mbororo ? Les Mbororo ont une endogamie beaucoup plus forte. Ils sont protectionnistes au niveau culturel et ils sont littéralement au centre de l'Afrique. Donc, pas autant influencés par les Est-Africains et pas influencés par les Ouest-Africains. Et pourquoi le triangle de l'Afar ? Parce que les Afars sont répartis sur un territoire beaucoup plus petit en termes de corne de l'Afrique, et qu'ils sont souvent comparés avec les Peuls, donc ce serait intéressant d'aller un peu plus en profondeur. Alors, les Afars et les Peuls, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont cousins ? On va voir ensemble tout ça, et je vais vous montrer que même si les deux semblent vraiment très similaires, en soi ils sont vraiment très différents. Le premier élément qui pourrait suggérer un lien entre les Peuls et les Afars, c'est leur vache. On l'a vu ensemble, la vache c'est un des éléments les plus importants de la culture Peul. Or, il se trouve que les Afars sont aussi des transhumants et des nomades traditionnellement, qui vivent à travers le pastoralisme. Leur bétail est le taureau Sanga, une race originaire de la dépression du Danakil avec de longues cornes.
Or, le taureau Sangha a été décliné en plusieurs races au gré des possibles migrations, dont l'une dans l'actuel Burundi, Ouganda et Rwanda, qu'on appelle le Watusi, et une sous le nom de Ndama, qu'on retrouve au Sénégal, en Guinée-Bissau ou encore au Mali. Le rameau Sangha est lui-même lié au taureau de Raya dans la région du nord de l'Éthiopie actuelle. Il semble donc que cette vache soit importée depuis à minima l'Afrique de l'Est, à maxima de la Corne de l'Afrique. Il semblerait donc à première vue qu'il s'agit d'un des premiers liens entre les peuples. Le second, c'est la place de l'islam. Les Afars, tout comme les Fulbe, sont des musulmans, et il se trouve que l'histoire autour de l'arrivée de leur religion est, à la différence de beaucoup de peuples du monde, pacifique. En effet, chez les Fulbe, la conversion à l'islam entre le 8e et le 10e siècle s'est faite au gré des échanges commerciaux avec le monde arabo-musulman, via les routes commerciales à travers le Sahel et la région du Soudan, et non pas d'invasion. Aux Afars, l'arrivée de l'islam dans le triangle Afar et dans la région du Wello n'a pas été imposée par la force non plus. En réalité, elle correspond complètement à la tradition islamique du roi Arma. Résumé très vite, le Négus Arma, que l'on peut trouver sous le nom de Najashi dans la tradition islamique, a vécu au 6e siècle de notre ère, entre 560 et 630. D'après Ibn Ishaq, la source fiable de la tradition islamique, la persécution et les répressions des musulmans par la tribu polythéiste de Quraysh a forcé les croyants à trouver un endroit pour se réfugier. Or, le prophète demanda aux premiers croyants de fuir chez le Négus d'Abyssinie pour y trouver un refuge. En effet, le Négus était chrétien, donc il faisait partie des religions du livre. Et le prophète savait que dans cette qualité-là, il risquait moins d'être attaqué ou livré à la tribu de Quraysh. Les musulmans obéissèrent et ils se réfugièrent dans le royaume de Négus. Lorsque les émissaires de la tribu de Quraysh revinrent pour les réduire en esclavage et les ramener dans la péninsule, le Négus s'y opposa. Il demanda alors aux musulmans de vivre en paix avec les chrétiens. Les disciples de Mohammed décidèrent alors de s'installer dans la région des îles d'Allak, où ils étaient en contact avec les Afars, les Somalis, les Djeberti ou encore les Bilènes, ce qui en firent les premiers peuples de la Corne de l'Afrique à se convertir à l'islam. De plus, le fait que les Afars étaient déjà des commerçants en contact avec la péninsule arabique sur les côtes de la mer Rouge a beaucoup aidé à la diffusion de la religion musulmane. La religion musulmane a d'ailleurs eu un grand impact dans la politique de la Corne de l'Afrique. On se souvient bien évidemment des guerres entre les sultanats d'Adal, les sultanats Afars et l'Empire chrétien. Bien que la religion en ait été le motif principal, elles étaient surtout le fruit de la géopolitique entre tous ces peuples. La religion et son expansion n'est pour autant pas le seul élément culturel qui pourrait relier ces deux peuples. Penchons-nous sur les systèmes sociaux. Premièrement, les deux systèmes sociaux des Peuls et des Afars sont très complexes, mais on peut trouver des similitudes. Par exemple, l'organisation en clans. Chez les Peuls, on note une organisation entre 4 branches claniques, avec les Djal, les Bari, les Ba, les So, selon Salamat Tousso. Mais ils dépendent également du territoire qu'ils occupent. Et ça, on le retrouve aussi chez les Afars, avec une organisation en fonction des territoires, mais aussi des clans, les Gouloubs. Ensuite, on a l'importance de la lignée. La lignée est un élément fondamental de la culture chez les Peuls, vous en doutez, mais aussi chez les Afars. L'importance de la lignée est le deuxième élément qui pourrait nous faire penser à ça au niveau de la structure sociale. Chez les Peuls et chez les Afars, la lignée est extrêmement importante et on notera que dans les deux peuples, on note des alliances patrimoniales, donc par le père. Chez les Afars, il y a la règle de l'Apsuma, un accord où un garçon sera marié à la fille de sa tante paternelle. Chez les Peuls, on préfère le mariage avec la fille de l'oncle paternel, donc on retrouve encore une fois les alliances au niveau paternel. L'idée avec tout cela, c'était d'abord de préserver le sang, oui, mais surtout d'augmenter le nombre de têtes de bétail, le tout en restant dans la même tribu, dans la même endogamie. Ensuite, on note la question de la sédentarité. Chez les Peuls, tout comme chez les Afars, les peuples sont séparés entre les sédentaires d'un côté et les nomades et les transhumants de l'autre. Chez les Afars, on peut noter les Asaïmara, les rouges, et les Adoïmara, les blancs. Les Adoïmara étant la partie pastorale et les Asaïmara, la noblesse Afar. Un autre élément intéressant à comparer, ce serait l'art oral entre les Afars et les Peuls. En effet, les deux peuples ont des traditions orales, c'est-à-dire qu'ils n'écrivent pas normalement. Mais dans les deux peuples, on trouve quand même une très grande tradition de la poésie, une poésie qui est déclamée. En ce qui concerne la poésie Afar, Mohamed Salah du Centre d'études et de recherche de Djibouti a produit plusieurs ouvrages à ce propos. Je vous incite à les lire si ça vous intéresse. Chez les Peuls en tout cas, la poésie orale est intimement liée à la performance, à l'art du spectacle, de la déclamation. On ne lit pas la poésie Peul, on la vit, on y assiste.
On jarama miɗo wiye Ousmane Diallo. Hande mi taw ko mami tawta ngoɗo ñallo. A wara miɗo tori on ballo fi wota mi fallo. Kono agriɗo no wawi poson ko weelaɗa o minnata ya mettu. Siko ɗo alfinoɗa bagage boye mako eɗa wawi ƴettu. Si a wattana lila ɓe jiibita e fima ɗo yo settu. Menen ɗo a yaltata manifestation inna a yiɗa nande yo kural fettu. Leɗɗe leddi maje koseje suddare mako on. To en sudditimo ɗume en suddirta? Leɗɗe mako ɗon no woɗi hebbini, hendu mako sheniɗum, maje mako ɗo fewti, jotta leddi ɗon yora, ndiyam ɗo timma, gene uwora, pat dow kuɗe min watta. Chez les Afar, la question de la performance pendant la déclamation de la poésie est aussi centrale. Le qadar, c'est le mot qui désigne la poésie orale traditionnelle Afar, où pendant les performances, le chanteur/poète est accompagné avec des claquements de mains, des tambours, de la chorégraphie. Chez les Peuls, on pourrait prendre comme exemple la poésie de genre conte. Les contes Peuls sont souvent dédiés aux enfants pour leur apprendre les principes de la culture Peul, mais aussi du poulakou. Ce même genre de poésie orale dédiée aux enfants se retrouve chez les Afar sous le nom de Ayona, où on fait parler des animaux, des objets pour inculquer une morale aux enfants. Le bestiaire est d'ailleurs très souvent le même, avec les lions, les serpents, les abeilles. Mais le plus important, chez les Peuls en tout cas, c'est le poème épique. L'idée est vraiment axée sur la transmission de l'histoire Peul, de l'identité Peul, de ses batailles, de ses victoires, chose qu'on retrouve aussi chez les Afar. Bien sûr, on peut noter l'épopée de Silamaka et Puluru, deux amis Peul qui se battent contre l'abus du pouvoir du roi Ngolo Diarra entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Silamaka et Puluru racontent, au-delà de l'histoire d'une lutte, la puissance de l'amitié, de la loyauté pour parvenir à une victoire finale. Le poème épique est un genre extrêmement important parce qu'il est, encore une fois, la mémoire collective des clans Peul. Pour conclure, les Peul et les Afar ont tous les deux une tradition orale riche et variée. Par contre, leurs thèmes principaux diffèrent. Les Peuls mettent un accent particulier sur les contes, les épopées, pour préserver leur identité culturelle, tandis que les Afar ont une plus grande gamme de genres littéraires, en intégrant des éléments modernes comme la chanson, le théâtre, pour continuer à transmettre leur culture. Et enfin, le dernier élément culturel qui pourrait me faire penser à ça, ce serait la tradition de l'excision. Et oui, cette tradition est présente chez les deux peuples. Traditionnellement, les femmes Afar subissent une excision et une clitérodectomie, tout comme les femmes Peuls. Alors après ça, on pourrait se dire, bon bah fin de la vidéo, hein. Les Afar et les Peuls sont liés, fin de l'histoire. Revenez par là. Rappelez-vous, on est en Afrique, donc tout est dans la subtilité, dans la multiplicité et surtout dans la complexité. Alors maintenant, je vais faire le contraire. Je vais vous montrer comment et pourquoi les Peuls ne pourraient pas être liés à l'Afrique de l'Est. Et le meilleur exemple de cette contradiction, c'est l'élément qui lie tous les Peuls, leur langue. Si vous vous y connaissez un peu en linguistique africaine, vous savez que les linguistes ont essayé de s'accorder sur la séparation en 4 superfamilles de langues. On a les langues afrasiennes, dans lesquelles on trouve les langues couchitiques, donc tout ce qui est somali, afar, bejda, les langues sémites, donc amharique, tigréenne, arabe, ou encore la langue tamazir. Et ensuite, on a les langues nilo-sahariennes, parlées dans toute la vallée du Nil, avec les langues de la vallée kordofane. Puis, on a la famille nigéro-congolaise, aussi surnommée les langues bantoues, avec le swahili, mais aussi le kirundi, le zoulou. On notera également les langues songhai, qui sont comptées dedans. Et enfin, les langues khoisan avec le nama ou le xhosa. Il faut bien comprendre que ces superfamilles sont elles-mêmes depuis tout le temps remises en question, depuis les années 1800 au minimum. On enlève des langues, on les remet, on les enlève dans une espèce de chaise musicale tellement l'interconnexion entre toutes ces langues sont complexes et poussées. Donc il ne faut pas voir ces superfamilles comme étant figées. Et justement, la langue des Peuls, le poulard, a toujours été un véritable casse-tête pour les linguistes qui ne savaient pas où la ranger. En effet, selon le professeur Greenberg, en 1955, la langue poulard, aussi nommée le Fulfulde, devait faire partie de la langue ouest-atlantique, avec les langues songhai, wolof ou haoussa, chose avec laquelle le professeur So
est d'accord. Par contre, avant lui, on considérait que le Pulaar faisait partie de la famille afrasienne, mais il est reconnu aujourd'hui que le Fulfulde est une langue qui est liée aux langues nigéro-congolaises, plus précisément de l'Ouest, et donc pas aux langues afrasiennes, où est née la langue afar. Et ça, ce critère, il est extrêmement important dans l'identité Peul. Ensuite, le deuxième élément qui les différencie, c'est l'islam. Alors pour ceux qui ne savent pas, en islam, il y a plusieurs écoles de pensée et de lecture. Les Kafar et les Peul sont deux ethnies musulmanes sunnites, donc qui pensent que les califes élus sont les successeurs légitimes du prophète. Or, les Kafar suivent majoritairement l'école chaféite, le chaféisme, tandis que les Peul suivent l'école malikite. Et pour ceux qui ne savent pas, le chaféisme, c'est une école fondée au IXe siècle par l'imam El-Shafii. Elle est suivie majoritairement en Afrique de l'Est et en Asie du Sud-Est. Elle se réfère au Coran, le livre saint, aux hadiths, les actes du prophète, à la ijma et au qiyas, des sources pour le droit en islam. Le malikisme, quant à lui, est fondé autour du 8e siècle par l'imam Méli. Elle est suivie majoritairement par l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Elle se réfère au Coran, aux hadiths, mais aussi à la pratique de la foi par les Médinois et aux coutumes des peuples locaux. Alors quelle est la différence, puisque les deux sont musulmans finalement? Pour résumer très vite, le malikisme laisse une plus grande place en général aux traditions locales, tant qu'ils ne sont pas en contradiction avec les interdits religieux, bien évidemment. Et il considère que les traditions des Médinois de l'époque du prophète sont une bonne base pour leur pratique de la foi. C'est très résumé, mais en gros c'est ça. Quant aux chaféites, ils sont beaucoup plus rigoureux sur l'étude des hadiths et sur la pratique de certains rituels, notamment la purification, la prière et tout ce qui va avec. Pour parler plus précisément des Wodabé, leur pratique de l'islam est beaucoup plus en rapport avec leurs coutumes. Dans son article « Contribution à l'étude du comportement religieux des Wodabé d'Aguedja du Nord Cameroun », Roger Labatute détaille la différence de la pratique de l'islam entre les Peuls sédentaires et les Peuls Wodabé du Nord Cameroun et du Tchad. Je tiens à préciser que cet article date de 1976, donc c'est possible que ça ait changé entre-temps. Il explique que même si les Wodabé ne pratiquent pas la religion musulmane de façon aussi stricte que les Peuls sédentaires, certains ne font pas de pèlerinage par exemple, ou ne connaissent pas le Coran par cœur, et bien pour autant, ce sont quand même de très grands croyants qui réfléchissent le monde en fonction de la présence de Dieu. Donc, non seulement on voit une différence de pratique entre les deux parties de l'Afrique, mais en plus, entre les parties sédentaires et les parties semi-nomades. En cela, les Kafar et les Peuls sont différents, puisqu'ils pratiquent certes l'islam, mais pas de la même façon. Le deuxième élément qui me fait douter de ce lien, c'est le fait que, à la différence des Peuls, qui se sont construits dans le voyage à travers la région du Sahel et du Soudan, la société Afar possède des fiefs très précis, ancestraux, dans le triangle de l'Afar. L'aspect nomade est lié bien plus au commerce et au travail qu'à un mode de vie complet comme celui des Fulbé. Ainsi, leurs mythes et leurs concepts de base sont complètement différents. Alors que le mythe d'origine des Fulbé se construit autour d'un isolement et de la vache, celui du Afar est beaucoup plus complexe, parce qu'il dépend de chaque sultanat, de chaque territoire et de chaque gouloub. L'habillement et l'apparence ne peut pas non plus être un élément sur lequel on peut s'appuyer. Pourquoi? Parce que l'habit traditionnel des Peuls et leur coiffure est très cohérent avec l'identité musulmane qu'ils ont, mais aussi avec leur mode de vie nomade. Pour comparer, les Peuls et les Afars sont musulmans tous les deux, sont transhumants tous les deux. Et ces deux points sont importants. Les coiffures ont une fonction couvrante. Elles sont censées à la fois couvrir la tête et tenir longtemps sans être touchées, dans une logique d'économie et de moyens, au vu de leur mode de vie. Donc il est normal qu'elles se ressemblent. Mais même ici, les Fulbé sont tellement diversifiés dans leur coiffure qu'il est réellement compliqué de trouver une technique de coiffure qui soit commune et surtout qui soit unanime. Parce que même les fameuses Fulani Braids dont je vous ai parlé, celles qui ont été popularisées par Alicia Keys, en fait elles sont d'origine inconnue. À quelle sous-ethnie des Fulbé font-elles vraiment référence? Quant à leurs habits, ils sont couvrants et foncés pour une raison simple. D'abord, il y a la modestie liée à la religion, mais le fait qu'ils soient très amples est aussi lié à une technique de ventilation sous les vêtements propre aux nomades et au peuple du désert. On le voit chez les Touaregs, avec qui les Afars n'ont pas de lien. Donc l'apparence, c'est pas du tout un argument fiable. Par contre, comme je l'ai dit, les Peuls sont nomades et transhumants. Et ils ont suivi des routes commerciales et sont allés jusqu'en Afrique de l'Est. Donc il est possible qu'il y ait eu des influences. Peut-être pas des origines, mais peut-être des influences. Un des éléments de la culture des nomades Peuls est le kori, ce coquillage qui est utilisé dans les coiffures.
Or, comme le dit l'article Marine Shell Working at Arla, Ethiopia, il se trouve que les kauris sont des coquillages qui viennent majoritairement de la mer Rouge et de l'océan Indien, des Maldives plus précisément. Les kauris étaient utilisés comme de la monnaie avant l'introduction de la pièce entre les royaumes médiévaux africains, puis a été introduit comme un élément de beauté. La civilisation Arla dans la Corne de l'Afrique avait des ateliers d'assemblage et de taillage, mais aussi tous les sites sur les côtes, comme vous le voyez sur la carte que je vous mets à l'écran. Le kauri était utilisé dans plusieurs peuples de la Corne de l'Afrique comme un artefact de richesse, de beauté, et notamment chez les Sidama, Weloye, Somali, Kunama, mais aussi chez les autres Est-Africains, comme les Tutsis, les Kikuyu Oromo du Kenya, et on pourrait croire que les Peuls aient pu inclure cet élément dans leur culture en ayant des contacts avec les peuples de la Corne de l'Afrique. Alors, tous ces éléments sont à conjuguer au conditionnel. Par contre, il y a un élément dont je vois aucune mention nulle part, c'est l'histoire des Tukarir. Vous vous rappelez quand je vous disais qu'il fallait faire attention à la théorie de Charanta Diop? On y est. Parlons des Tukarir. Pour bien comprendre l'histoire des Tukarir, il faut comprendre la religion musulmane. L'un des plus grands piliers de la religion musulmane, c'est le Hajj, le fait de se rendre à la Mecque pour faire son pèlerinage. Depuis l'introduction de l'islam en Afrique de l'Ouest entre le 8e et le 9e siècle, nombreux furent les pèlerins à tenter leur chance pour atteindre la Mecque, via les routes commerciales transsahariennes, et notamment les Haoussa et les Peuls. À l'époque, de 500 à 1456, existait le royaume Takrur. C'est un royaume très important en Afrique de l'Ouest, dans la vallée du fleuve Sénégal. Beaucoup de pèlerins, majoritairement des Peuls et des Haoussa, venaient de ce royaume, traversaient le Sahara jusqu'au Soudan et sur les côtes érythréennes pour aller faire leur Hajj, puis revenir chez eux. Par abus de langage, on a surnommé les Ouest-Africains partis faire le Hajj les Tukrir, dans la Corne de l'Afrique, en référence à ce royaume, et ce, même après sa chute. Sauf qu'avec le temps, au 19e et au 20e siècle, avec la colonisation européenne et l'appauvrissement de certaines parties d'Afrique, plusieurs vagues d'immigrants ouest-africains décident, comme le dit Jonathan Miran dans son article Stealing the Way to Mecca, de se faire passer pour des pèlerins et de fuir leurs conditions pour atteindre le Soudan ou la Corne de l'Afrique. Si la majorité des Tukrir sont partis faire le Hajj, certains ne sont jamais repartis chez eux et s'installèrent dans la région de Gambela, sur les côtes érythréennes ou encore au Soudan, dans la région du Darfour. Ils devinrent là-bas des travailleurs manuels, travaillant pour les locaux ou pour les institutions coloniales, à tel point qu'en 1921, les Tukarir représentaient près de 15% de la population de Massawa en Érythrée. Les institutions coloniales italiennes les ont engagés pour faire construire des édifices et le système d'irrigation des villes érythréennes, mais aussi pour faire partie des Askari, l'armée coloniale italienne qui se battait contre les Éthiopiens pendant la guerre de 1896. Avec le temps, le mot Tukarir fut utilisé pour désigner tous les Ouest-Africains sans aucune distinction. On pourrait donc expliquer les ressemblances culturelles parce que les Tukrir, les nomades Peuls, ont pu être influencés par les peuples éthiopiens et de la Corne de l'Afrique déjà sur place. Ça pourrait être une explication, mais il faut bien garder à l'esprit que les Peuls sont un peuple extrêmement diversifié, qui a traversé l'Afrique de long en large, et donc ce serait arrogant et surtout trop général de dire que leur culture viendrait uniquement d'Afrique de l'Est, surtout que l'arrivée en masse des Tukrir est quand même relativement récente, vers le 19e siècle. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure finalement de toute cette vidéo? Déjà, l'origine des Peuls n'est pas connue avec certitude, donc il est impossible pour moi d'affirmer de source sûre qu'ils viendraient d'Afrique de l'Est uniquement. Par contre, il faut prendre en compte que, de par la nature nomade/transhumante de leur peuple, il est possible de trouver des correspondances génétiques avec les autres peuples autochtones où ils ont pu voyager en fonction des routes commerciales qu'ils ont arpentées pendant des siècles. Leur présence en tant que pèlerins musulmans et en tant que sédentaires dans la région du Soudan, en tant que Felata, mais aussi dans la Corne en tant que Tukrir, ont pu avoir eu un impact sur l'influence culturelle, notamment au niveau de la religion, de l'habillement ou encore des techniques de coiffage. Est-ce que les Peuls sont liés à l'Éthiopie? Peut-être. Les recherches n'en sont pas encore au point à ce niveau, et j'aimerais rappeler la phrase d'Amadou Ampateba. Évidemment, il y a d'abord l'origine des Peuls est perdue dans l'obscurité des temps. Je voulais terminer la vidéo en parlant d'un petit point. Lorsque j'ai annoncé sur mon compte TikTok que j'allais parler d'un lien entre les Peuls et les Éthiopiens, j'ai eu des réactions assez diverses. La majorité des Peuls qui ont répondu étaient très bienveillants, comme ce commentaire-là ou encore celui-là. Et à ces gens-là,
Je vous remercie de tout mon cœur, de votre patience et de votre intérêt pour ce que je fais. Vraiment, ça me fait super plaisir. Je vous assure, ça réchauffe le cœur. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont montés au créneau pour me dire de pas parler d'eux, en faisant parfois des raccourcis complètement racistes, comme ce monsieur. Alors pourquoi je dis que c'est raciste? Parce que ce monsieur part du principe que parce que je suis est-africaine, alors je considère avoir du sang noble, chose que je n'ai absolument jamais dite. Il part du principe que parce que je viens d'une partie du monde, alors je dois forcément être hostile ou arrogante, en ajoutant d'ailleurs une notion de noblesse du sang qui est un concept de caste, sauf que ce concept-là n'existe pas dans la région d'où je viens. Et donc fait ses conclusions basées sur mes origines. Sauf que ça s'appelle du tribalisme. C'est une forme de racisme basée sur l'ethnie. Et vous me connaissez maintenant, d'abord je troll, et ensuite j'essaie de comprendre pourquoi et comment il y a ce type de réaction épidermique. Alors la réponse est complexe, mais on peut expliquer ça en plusieurs. Le premier point, c'est l'importance de la transmission chez les Peuls. Dans la culture Peul, la lignée est importante parce qu'elle permet le devoir de mémoire collective via la tradition orale et les légendes. Cette tradition orale doit être maîtrisée par le membre de la culture Peul en question et ne peut pas être mieux comprise par une personne extérieure. En soi, c'est une politique culturelle isolationniste dans une volonté de protection. L'insulte qui revient le plus quand des personnes Peul disent qu'ils sont intéressés par mon point de vue et mon contenu, c'est « tu es un bâtard ». Cette insulte est déjà très violente dans le langage courant, mais elle le devient encore plus quand il s'agit d'une personne Peul, parce qu'on va jusqu'à remettre en question son identité ethnique, alors même que cette valeur est très importante dans la culture Peul. Ensuite, je pense que ça vient de la peur de la persécution. Non pas que je représente une menace, mais la question de l'origine des Peuls a toujours été extrêmement sensible, parce qu'elle a été la justification d'un traitement injuste en ce qui les concerne, que ce soit positif comme sous la colonisation, ou négatif quand on parle de violence ethnique. En effet, avec l'arrivée de Boko Haram, une organisation terroriste musulmane affiliée à Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest, l'amalgame est souvent fait avec les Peuls qui sont en majorité musulmans. Par exemple, Voice of Africa rapporte en 2022 que ces amalgames mènent à des attaques anti-Peuls en Côte d'Ivoire. Dans son article « Dans le Nord ivoirien, les groupes djihadistes exploitent les fractures sociales ». Dans l'article, un homme rapporte avoir été battu par des militaires qui ont fait une descente dans son village, une attaque uniquement basée sur le tribalisme anti-Peul. Au Ghana, même problème de persécution. Plusieurs médias ghanéens rapportent des témoignages comme Modern Ghana ou The Upstream Journal. Les Peuls du Ghana n'auraient pas accès à la citoyenneté ghanéenne, souffraient d'amalgame avec le terrorisme, verraient leur village attaqué régulièrement dans des incendies fréquents. Je pense qu'on peut ajouter à ça le fait que les Peuls ont souvent été sémitisés de force. En fait, ça me fait penser au même mouvement que nous, les Est-Africains, on a pu subir, dans le sens où il y a cette volonté de retirer l'Africain en nous poussant vers les autres peuples, en nous disant « vous êtes des Arabes, et il y a cette espèce de sémitisation forcée. Il y a ce philosophe qui en parlait d'ailleurs, c'était très intéressant, je vous conseille d'aller le lire si vous êtes Peul, peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans. Donc je pense qu'il y a cette peur totale chez certains Peuls que je les associe à des Arabes, ce qui n'est pas le cas, ça ne vient pas de moi en tout cas. Et la troisième réponse qu'on pourrait apporter, elle est plutôt spirituelle, c'est-à-dire que il y a quand même une grande partie des Africains subsahariens qui croient que dès qu'on s'intéresse à une culture autre que la nôtre, ce n'est jamais par pur plaisir d'apprendre. Pour eux, c'est forcément intéressé. Pour ces gens, il y a deux options. Soit il y a une volonté d'asservir le peuple en question, ce qu'ont fait les colons européens au 19e quand ils ont étudié les cultures africaines pour les soumettre, soit, deuxième option, c'est pour adopter et s'inclure de force dans cette ethnie, alors même que cette ethnie est très endogame, dans une espèce de politique d'assimilation, voire même de grand remplacement. Cette façon de penser n'est pas unique chez les communautés Peuls, mais absolument partout en Afrique, même chez les Nord-Africains. Cette façon de penser découle d'une logique assez alarmiste. Mais je vais répondre en ce qui me concerne. Au cas où vous ne sauriez pas, je suis d'origine éthiopienne. J'en suis très contente, pas de problème, je ne demande pas à être quoi que ce soit d'autre, ça me va très bien. Être fier de ce qu'on est, ça veut pas dire qu'on doit se couper du monde. Si vous êtes Peul et que vous préférez être à l'intérieur de votre propre ethnie, c'est votre choix, je le comprends complètement. Mais comme je le dis, tout le monde n'a pas ce point de vue. Certains Peuls ont envie de s'intéresser à un autre point de vue, un point de vue extérieur, et pour autant ça veut pas dire qu'ils se détestent, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de lignée. Vos mots ont un sens, pesez-les sur internet. Moi je m'en fiche, je continuerai toujours à m'intéresser. Mais j'aurais été quelqu'un de plutôt faible, j'aurais complètement coupé le sujet. Je trouve ça dommage. Comme je vous l'ai dit, vous retrouverez toutes mes sources en description, je suis ouverte au débat,
Par contre, je vous préviens d'avance, les commentaires tribalistes, racistes, etc., ce sera supprimé et votre compte masqué. J'ai aucun problème à vous bloquer, ça ne me pose aucun souci. Donc faites attention à ce que vous dites. Et le débat ouvert, pour vous, est-ce qu'il y a vraiment un lien ou est-ce que c'est simplement des influences qui arrivent à cause des routes commerciales que les Peuls ont empruntées? Pourquoi? Comment? Quel est votre avis? Voilà, c'était un hors-série que j'ai beaucoup aimé faire, j'espère que ça vous a plu. Suivez-moi sur mon compte TikTok, j'y suis bien plus active, et c'est là.